Merci beaucoup. Ça me touche en plus d'être primé par les étudiants d'HEC parce que c'est à eux qu'on donne le bébé, parce que c'est à vous que cet avenir convient. Donc il va falloir sans doute vous pencher sur ces problématiques et voir ce que c'est vraiment la guerre économique. Et j'en profite pour dire que ce serait vraiment bien qu'à HEC, qu'à l'ENA, que dans ces grandes écoles d'élite, on puisse se pencher sur la question de la guerre économique. Je suis aussi très content de recevoir le prix de la part de Manpower et en général d'HEC, parce que c'est une problématique de RH également, puisque évidemment un certain nombre d'entreprises ont été concernées, mais d'autres vont l'être, à la fois des multinationales, mais aussi des PME, des ETI, bref, toutes les entreprises qui font de l'exportation sont concernées. Ça veut dire qu'in fine, il va falloir, au niveau des RH, pouvoir sensibiliser l'ensemble des salariés d'une entreprise pour savoir ce qui tomberait dans l'escarcelle de l'administration de la justice américaine, c'est-à-dire la manière dont, par exemple, on exporte dans un certain nombre de pays considérés comme des États voyous par les États-Unis, ou alors de la manière dont on peut inviter à l'autre bout du monde, dans l'une de vos filiales, telle ou telle personne qui se retrouverait aussi l'un des clients potentiels d'une entreprise. Bref, il va falloir en effet qu'au niveau RH, on se pose vraiment la question, parce que l'un des critères aussi qui fait que vous serez sanctionné ou pas par les États-Unis, par l'administration américaine, c'est la démarche que vous aurez faite en amont pour éviter que votre entreprise se retrouve dans le collimateur de l'administration américaine. Le chiffre le plus connu, c'est sans doute celui BNP. Quand BNP a reçu près de 9 milliards d'amendes, et évidemment, BNP a multiplié par 2 son service de conformité, donc a sans doute multiplié par 2 également les embauches pour pouvoir être conforme aux législations américaines. Alors ce livre, évidemment, il parle de la législation américaine, mais comme un certain nombre de pays y répondent de manière réciproque, ça va concerner également la législation chinoise, puisque les Chinois sont en train, tout au long de la route de la soie, d'imposer en général des contrats de droit chinois, avec les créations également de courts arbitrages à Pékin. Ça signifie tout simplement que vous tomberez également dans l'extraterritorialité du droit chinois. Bref, c'est une question qui doit être posée à la fois dans les entreprises, à la fois dans les écoles pour les futures élites dirigeantes, mais à la fois dans les administrations et surtout de la part des plus hautes instances politiques de notre pays, puisque la solution à cette extraterritorialité du droit américain, elle ne peut être que politique, soit à Paris, mais également et surtout avec Bruxelles. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le livre. Si je peux me permettre de vous poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur l'esprit des lois, c'est-à-dire ce qui a sous-tendu la création de ces lois par l'institution américaine, qui ensuite les a imposées dans une idée de guerre économique aux entreprises européennes notamment, mais si on revient par exemple sur les lois sur la corruption, etc., c'était à l'origine contre le terrorisme. Alors, les principes de ces lois sont des lois politiques. Hein. Elles ont une application économique, mais ce sont des lois politiques. La loi FCPA de lutte contre la corruption, c'est une loi qui date de 77, contre les entreprises américaines, dont on s'est aperçu, après les révélations du Watergate, qu'elles étaient corrompues. Mais à l'époque, aux États-Unis, c'était pas interdit de corrompre. Ce qui était interdit, c'est de pas le mettre dans les livres comptables de l'entreprise. Donc la fameuse transparence. Donc ils ont fait une loi pour interdire la corruption, et puis du coup, ils se sont aperçus que ça posait un problème de distorsion de concurrence, puisque seules les entreprises américaines étaient liées à cette loi. Donc ils ont tout fait pour que cette loi puisse être appliquée à l'ensemble du monde entier, ce qu'ils ont réussi à l'OCDE en 97 avec la Convention de lutte contre la corruption. Donc ça, c'est une loi politique. Et puis l'autre loi est encore plus politique, celle qui lutte contre la violation des embargos. Donc les lois Helms-Burton sur Cuba, d'Amato Kennedy sur l'Iran et la Libye. Et là, l'administration américaine estime que vous n'avez pas le droit, que vous soyez une entreprise américaine ou une entreprise étrangère, de commercer avec tel ou tel pays. Donc ce sont bien des lois politiques, puisque vous n'avez pas le droit de commercer avec Cuba, avec le Soudan, avec la Libye, avec l'Iran, évidemment. Or, aucun texte international ne vous empêche de faire du commerce avec ces pays-là.
Alors finalement, en tant qu'entreprise, en tant que manager, en tant que direction de ressources humaines, comment est-ce qu'on fait pour y faire face quand on n'est pas le législateur, qu'on ne peut pas mettre en place une loi qui va nous permettre d'échapper à cette sanction américaine? Bien, on est mal parce qu'on est entre le marteau et l'enclume, parce que soit on respecte le droit américain, mais dans ces cas-là, on viole le droit français. La loi de 68, révisée en 80, dite par les Américains, loi de blocage, qui vous interdit de transmettre des informations directement à l'administration de la justice américaine, lesquelles vont évidemment nourrir les bases de données de la communauté du renseignement américain. Donc, soit vous répondez aux lois américaines, mais dans ces cas-là, vous violez la loi française, d'où le rapport Gauvin récemment qui estime qu'il faut durcir la loi de blocage française, donc vous imposez des sanctions beaucoup plus dures. Et puis en plus, si vous ne respectez pas la loi française, vous ne respectez pas non plus les lois de Bruxelles, puisqu'il y a un fameux règlement qui date de 96 et qui vous interdit de vous assujettir aux décisions de l'administration de la justice américaine. Donc vous êtes entre le marteau et l'enclume. Donc la meilleure des choses, c'est de sensibiliser un maximum vos salariés, de former vos salariés, et évidemment d'aller chercher les meilleurs en conformité. Il y a de gros besoins de recrutement sur tout ce qui est conformité, et de faire en sorte, sans doute, c'est une des réflexions de Bruno Le Maire annoncée en juillet dernier, d'éviter d'utiliser le dollar, mais je sais bien que c'est quasiment impossible, parce qu'évidemment, le fait d'utiliser le dollar vous met directement dans le périmètre de l'administration de la justice américaine. Donc si vous voulez comprendre ça plus de l'intérieur, vous pouvez évidemment lire cet ouvrage. Merci beaucoup, Ali Laïdi.